I am so honored to be here today, to be a guest of Venezuela. As the ambassador mentioned in his opening remarks, when I received the invitation, I accepted immediately with great delight. One of my great regrets is that I never got to meet one of my heroes, Hugo Chavez. So maybe in a small way I get to honor him here today. I can't tell you how wonderful it was to and I want to congratulate Venezuela for holding this very important series of discussions. I didn't know about it actually until I received the invitation, but now I've learned a little more. And the gathering like this and to share ideas is a very, very important activity, especially at this critical time. So thank you for giving me the opportunity to share a few of my ideas with you. Next month, well, I believe that the measure of a society, of a species, is not in the number of obscenely wealthy people we have, but in the condition of our weakest, our poorest, the most vulnerable among us. And as the ambassador pointed out in his opening remarks, we've got a long way to go before we really live up to our possibilities, our potential as a species. I look to Canada. You know, Canada boasts of its great environment and our record. We have the largest intact forest left on the planet, the boreal forest. It's bigger than the Amazon. It's bigger than the forests in Zaire or in Papua New Guinea. Ours is the largest intact forest. And yet last year, Canada became the largest destroyer of forests in the world. So around the world, scientists are now telling us we are at a very, very critical point for whether our species will even be able to sustain itself into the future. Scientists, as you know, divide the age of the planet into different epochs, different periods marked by great changes on the Earth. We get the Holocene, the Miocene, the Pleistocene, the Eocene. These are all the different epochs in planet Earth's history. And now scientists call this the Anthropocene epoch, a period when the dominant force shaping the properties of the planet is us. We are now altering the chemical, the physical, and the biological features of the planet on a geological scale. We, human beings, have become a force of nature. But we don't know enough to be able to manage the impact that we're having on the planet. And so in the process of applying our great power, we are undermining the very things that keep us alive: the air, the water, the soil, and the biodiversity on the planet. I thought, well, the problem is humans are taking too much stuff out of the environment and putting too much waste and toxic chemicals back into it. So I thought the solution is we've got to regulate how much and what we are allowed to remove and how much and what we are allowed to put back. And then you enforce your regulations. If we go to Paris and see the problem through the lenses of 196 national borders and 196 economic agendas, we will fail as surely as we've done in the last 20 COP meetings. What we are trying for is a different way of approaching the problem. We want to put in the Constitution of Canada that every Canadian has a right to a healthy environment. What is a health? So let's see what happens in Paris, and then let's get on with making sure we get the Blue Dot movement right up through our Constitution. Thank you.
Quand on parle de changement climatique, on parle aussi de qualité de l'air. Il y a un lien très, très direct entre les deux. C'est la qualité de l'air, je pense que M. Suzuki en a parlé aussi. On prend beaucoup pour acquis la qualité de l'air qu'on respire. On peut vivre sans air que quelques minutes. Et puis, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait 7 millions, en fait, de décès prématurés qui sont liés à la pollution de l'air chaque année. Le Québec, en fait, l'initiative du Québec a été vraiment mise en place à partir de 2006 avec le plan d'action sur les changements climatiques, ce qu'on appelle le PAC 2006-2012. En 2008, il y a eu l'adhésion à la WCI, qui est la Western Climate Initiative, en fait, qui est un regroupement donc, d'États qui vise à mettre en place un marché du carbone nord-américain. Ici, j'ai pris une citation de Kofi Annan qui a été publiée sur YouTube en juin 2015 dernier. Le changement climatique est le plus grand défi que connaît aujourd'hui l'humanité. Donc, ça va exiger des actions immédiates et concertées par tous ou par tous les acteurs de la société. Évidemment, c'est à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale. Et il va falloir travailler nécessairement sur des plans d'adaptation, parce que les conséquences du changement climatique, on les vit déjà, mais également aussi sur la réduction. Et pas plus tard qu'hier, on me disait en fait que le centre de recherche avait été récipiendaire du prix d'excellence de l'administration publique pour la catégorie rayonnement international dans le cadre d'un transfert de commercialisation et de technologie de biofiltration en collaboration avec l'IMTA, qui est l'Institut mexicain de technique de l'eau. Donc, on en est très, très fiers. Donc, merci beaucoup. On a vu dans les dernières années un changement de paradigme au sein des gouvernements et au sein aussi des urbanistes et des ministères. On parle en plus de résilience. C'est un terme qu'on a utilisé et qu'on a emprunté en fait aux sciences physiques. Vous savez que la résilience d'un matériau, quand un matériau a un choc, il peut ensuite, sa structure va se transformer et il peut ensuite revenir à un niveau d'équilibre. De plus en plus, on utilise cette thématique aussi pour nos sociétés. Donc la résilience ici va être la capacité à s'adapter à un danger, à en gérer ou éviter les conséquences négatives. Elle peut se retrouver dans la construction de bâtiments résistants aux dangers et aussi celle de systèmes sociaux préparés aux crises. Donc sur le long terme aussi, pour reconstruire une société équitable, ce qui est essentiel, c'est forcément d'améliorer la qualité de vie des habitants. Donc quand on pense adaptation, on peut aussi intégrer la mitigation et améliorer la qualité de vie par des infrastructures vertes, par des parcs, etc. Préserver l'héritage culturel, développer des méthodes d'apprentissage et reconstruire des écosystèmes et des collectivités viables. Ensuite, il est essentiel d'encourager la collaboration étroite avec tous les niveaux de gouvernement, les différents ministères, etc. Avoir une choix et une vision des pouvoirs publics, un leadership politique incontournable. C'est sûr que selon le maire que nous allons avoir et selon les acteurs, les élus, on va pouvoir mettre en place de manière plus ou moins efficace et active les outils d'adaptation. Et puis enfin, créer des réseaux de connaissances, de compétences locales, nationales, internationales, et modifier nos habitudes de vie en conscientisant les citoyens. On a tous une opportunité pour renforcer les capacités de résilience des sociétés, mais on doit tous travailler là-dessus. Merci beaucoup. Je commence toujours avec cette photo-là qui a été prise l'année de ma naissance, 1972, et qui était jusqu'à récemment la seule photo complète qu'on avait de la Terre, qui n'était pas une recomposition. Ça a été pris par je ne sais plus quelle mission Apollo qui revenait de la Lune et qui a eu la chance d'avoir vraiment une vue complète. Si on prenait la Terre et qu'on la représentait à l'échelle d'un ballon de basketball, la biosphère, c'est-à-dire les 30 millions d'espèces qui entourent, on estime qu'il y aurait 30 millions d'espèces végétales et animales. Ce n'est qu'une estimation. Donc, toutes les espèces vivantes sur Terre, si la Terre était un ballon de basketball, ce ne serait pas plus qu'une couche de vernis qu'on mettrait avec un pinceau. Donc, sur cette grande planète, qui est quand même petite dans l'univers, la vie, c'est quand même quelque chose de fragile et de très mince.
La vie sur Terre, depuis très longtemps, retire du CO2 de l'atmosphère et renvoie de l'oxygène. Hein? C'est ce qui s'appelle la photosynthèse. Toutes les plantes vertes, les arbres, les végétaux font la photosynthèse. C'est ce qui fait qu'on a environ 21 % d'oxygène dans l'atmosphère. Et c'est ce qui fait aussi que le CO2 est tenu d'une certaine façon dans un certain équilibre. Si la vie, depuis toujours, retire du CO2, produit de l'oxygène, et que nous, on creuse, on prend le CO2, on le renvoie dans l'atmosphère, on est en train de changer des cycles naturels de la planète. 2050, c'est dans 35 ans. Dans 35 ans d'ici, on ne doit plus utiliser de pétrole, de charbon et de gaz, sauf aux endroits où vraiment il n'y a aucun substitut possible, puis on n'a pas le choix. Alors, un monde complètement décarbonisé en 35 ans. Ça, c'est le défi qu'on s'est donné et qui doit maintenant orienter toutes nos décisions. Parce que si on construit aujourd'hui une centrale au charbon, ce n'est pas seulement pour 10 ans. Il y a des centrales au charbon qui ont été construites il y a 100 ans qui sont encore en place aujourd'hui. Un oléoduc, est-ce qu'ils vont fermer leur oléoduc dans 20 ans? Ou ils vont vouloir continuer de l'opérer? C'est des questions qui sont très, très pertinentes qu'on doit se poser parce que le capital qu'on va engloutir, investir dans un modèle énergétique, si c'est à perte, on est peut-être mieux de le placer dans un autre modèle énergétique. Notre problème, c'est que les compagnies pétrolières, ils ont aussi des réserves prouvées, exploitables, qui ne sont pas encore en exploitation, de 745 gigatonnes de plus. Et ces compagnies-là continuent d'explorer et on estime qu'il y a encore 2000 gigatonnes de plus de réserves de carbone stockées dans le sol qui n'ont pas été encore découvertes. La valeur des compagnies pétrolières aujourd'hui inclut ça. Mais moi, je viens de vous dire qu'on ne peut pas y toucher. On n'a pas le droit. Alors, de deux choses l'une, soit que les compagnies pétrolières acceptent de rayer des actifs de leurs livres, puis de voir leur valeur boursière descendre, ou soit qu'on détruit le climat. On a le choix, en fait, entre ce modèle-là qu'on est en train de délaisser, qui a été celui de la révolution industrielle, et le prochain modèle qui ressemble plus à ça et qui est de la prochaine révolution. Et on est au point pivot vraiment excitant dans l'histoire où toute cette transition-là va se produire. Et c'est pour ça que je suis maintenant devenu optimiste après des années de pessimisme. Et je vous laisse sur cette belle image. Merci.